que banquier d'investissement, je cherche les entrepreneurs, je cherche les projets. Mes performances annuelles sont mesurées à base de combien de projets j'ai pu mener à l'intérieur et mobiliser des fonds. Donc, il faut comprendre que non seulement les capitaux sont disponibles, mais tu as des banquiers d'investissement qui sont là, qui cherchent des projets financiers. Bonjour, Monsieur Biro. Bonjour, Fanta. Comment ça va? Très bien. J'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je suis très contente et merci d'avoir accepté à mon invitation. Non, plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Merci, plaisir pour moi. Merci de m'avoir invité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Biro Condé et je travaille dans les finances et les investissements. Je suis directeur associé à la Banque de développement du gouvernement américain. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ingrédient très important pour tous les entrepreneurs, que ce soit de la diaspora, mais les entrepreneurs également d'Afrique. Ouais. C'est comment mobiliser un financement pour son projet en Afrique au sein des banques ou des fonds d'investissement. Parce que plusieurs entrepreneurs se plaignent du fait qu'ils ont des idées géniales, mais qu'ils n'arrivent pas à avoir en fait accès au financement. Premièrement, pourquoi? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution à ce problème? Ok, je pense que c'est une question très importante et très intéressante parce que aujourd'hui, je peux te dire une chose qui est certaine, c'est pas un manque de capital. D'accord. Les banques de développement, les fonds d'investissement, surtout les 10 demandes des finances, les marchés des capitaux étaient remplis de fonds qui étaient très à moins cher, qui étaient disponibles à beaucoup d'entrepreneurs porteurs de projets. Donc, quand tu prends, disons, l'Afrique, on va être plus spécifique, que ce soit l'Afrique ou les autres, l'Amérique latine, les pays où on considère des pays émergents, les capitaux se trouvent souvent dans les banques de développement. Pourquoi? C'est les banques de développement ou les fonds de développement qui sont prêts à assumer ce risque, ce soi-disant risque ou ce risque perçu dans ces économies émergentes ou des pays sous-développés, pour être un peu plus direct. Okay. Et donc, maintenant, l'approche, d'abord, c'est faire des recherches. Il faut être conscient je pense qu'il faut être conscient de quels sont les fonds qui existent, quels sont les fonds disponibles, quels sont les aspects qu'ils cherchent à remplir, les secteurs clés. Parce que en fait, chaque fonds souvent a certains critères à remplir, mais aussi ils ont des objectifs. Soit ils veulent financer, il y a certains fonds qui ne financent par exemple que le secteur énergétique ou agricole. Donc il y a une certaine, ça demande un peu de recherche de base pour essayer de comprendre, vu son domaine d'activité, vu son secteur d'activité, quels sont les fonds d'investissement qui couvrent ce secteur. Que ce soit des fonds européens, des fonds américains ou des fonds même africains qui sont en Afrique, qui financent que ce soit des projets dans différents secteurs. Donc, après l'étape de cette recherche, c'est faire une liste. Et pour quiconque qui se lance dans cette recherche va rapidement comprendre que les banques anglo-saxons ou les fonds d'investissement anglo-saxons retiennent la plupart des capitaux. D'accord. Donc, déjà, si tu prends la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, tu vas rapidement comprendre qu'ils sont un peu distants de ces banques. La langue, déjà, c'est une barrière. D'accord. Mais moi, je suis là pour vous conseiller de ne pas laisser la langue être une barrière pour cela. Moi, aujourd'hui, je suis bilingue. Je travaille pour un fonds américain. Et la plupart de nos projets qu'on finance aujourd'hui, c'est des projets dans les pays anglophones, disons en Afrique ou dans d'autres régions aussi. Mais il y a des pays comme le Sénégal où on voit plus d'entrepreneurs qui viennent vers nous. Ça, c'est parce qu'ils ne laissent pas la langue être une barrière. Ils ne se limitent pas aux croyances limitantes. Et je pense que pour tout porteur de projet, tout entrepreneur, je pense que c'est important d'avoir au sein de son équipe déjà un anglophone, surtout dans ton équipe finance. D'accord, qui va mieux communiquer. Qui va mieux communiquer parce que les gens sont surpris de la facilité. Non seulement, je pense qu'il y a une certaine facilité comparée à d'autres fonds, disons, parce que dans toutes les régions, tous les pays développés ont des fonds de développement. Je pense qu'ils trouveront que les anglo-saxons, on est un peu pratique, on est un peu pragmatique. Et on a en tout cas, la mobilisation de fonds se fait un peu plus facilement que beaucoup en pensent. Donc, c'est une question de recherche et après, vraiment, avoir une stratégie clé pour nous approcher et après ça prend le temps qu'il faut, mais c'est possible. Mais après maintenant, juste pour rentrer dans la troisième étape,
pour entrer dans le cœur de la solution, le cœur de la question, c'est d'abord, il faut savoir, c'est pas nécessairement ton... faut comprendre qu'on finance la plupart des projets d'infrastructure ou des projets ça peut être des projets d'industrialisation. Ou des projets, au sein de notre fonds, on n'est pas beaucoup dans le financement d'equity. On ne fait pas beaucoup de equity financing, même si on commence à le faire, mais ce n'est pas notre spécialité. Il y a des fonds spéciaux pour les gens qui, disons, pour des startups qui cherchent des D'accord, donc vous n'investissez pas en fait dans des PME. Dans les PME, les startups, non. Nous, on finance des projets où disons, les projets balèzes, les grands projets. Exact, les grands projets. D'accord. Mais des fois, ce n'est pas nécessairement des grands projets, mais c'est la formule. Ça s'appelle du project finance. Et donc, c'est pour je donne rentrer dans un exemple plus précis. Tu es porteur de projet, tu trouves tes partenaires qu'il faut. Disons, je prends un exemple. Right? Aujourd'hui, tu as suffisamment de terrain, tu cultives de la tomate. Right? Tu trouves que ta production de tomates est beaucoup plus avancée, beaucoup plus élevée, et tu sais que tu pourras la croître. Et maintenant, tu veux arriver au niveau où tu veux commencer à transformer cette production de tomates en tomates en boîte. Les boîtes à tomates, les tomates, en anglais, we call it tomato paste. Donc, c'est pâte de tomate, right? Donc, pour ça, il va falloir faire une petite usine. C'est des projets comme ça, j'essaie d'être très simple, mais c'est des projets comme ça qui viennent vers nous. Là, je te donne l'exemple de la tomate, mais ça peut être du cacao, ça peut être de l'arachide, de la noix cajou. Donc, tu veux industrialiser ton opération et commencer à produire beaucoup plus et aussi monter sur la chaîne de valeur et à la transformation. Et donc, tu viens voir un fonds comme nous. Déjà, on va voir tes activités, ta capacité de rembourser, ton chiffre d'affaires, tes 3, 4, 5 dernières années, ton taux de croissance. Et parce que premièrement, on veut savoir que d'abord, tu as de l'expertise dans ce secteur, tu as la capacité de rembourser, parce que c'est des prêts. L'investissement qu'on fait, c'est la dette. Mais en fait, souvent, c'est des dettes qui vont au-delà de toi, ton chiffre d'affaires ou ton niveau d'activité, mais c'est pour t'aider à élargir tes opérations. Mais quelle question aurais-tu vraiment pour un jeune entrepreneur qui voudrait se lancer, par exemple, qui est très ambitieux, qui voudrait se lancer dans un projet comme la transformation agricole, mais qui ne sait pas du tout prendre les financements? Étant donné que vous ne financez pas déjà, mais est-ce qu'il y a des possibilités en Afrique qui pourraient pousser ces jeunes? Je veux me rassurer que je comprends bien ta question. Quelqu'un qui est déjà dans l'agriculture, qui veut se lancer dans la transformation. Qui a de grandes ambitions, mais qui a envie en fait de créer un projet, de grands projets. En tant que petit entrepreneur, comment en fait tu pourrais le conseiller afin de le diriger en fait à bout? Oui, mais en fait, il faut commencer petit comme tout le monde. Right? Tu commences par faire parce que quand on parle d'industrialisation, il faut bien avoir le produit brut qui va rentrer dans tes usines. Absolument. Donc tu commences avec produire, parce que tout cela te permet à comprendre le secteur et comprendre le processus et vraiment maîtriser le secteur. Et donc je dirais, pour commencer, c'est se lancer dedans, commencer petit, que tu veux cultiver de la tomate, peu importe le produit dans lequel tu veux te lancer, tu commences par le produire et après il faut savoir c'est où la demande. Parce que si on parle d'industrialisation, il faut avoir bien des acheteurs. Donc il faut savoir quel marché tu veux couvrir, est-ce que la demande est là et en même temps, j'allais rentrer dans cela vis-à-vis des processus de mobilisation de fonds. Mais après, il va falloir avoir des contrats avec des acheteurs pour ton usine. Tu comprends. Donc, tu préconises toujours d'avoir déjà un contrat d'achat avant de produire. Donc, ça revient à la question que tu m'as posée, comment mobiliser les fonds. Donc, une fois que tu as ta petite opération qui est là, tu produis, et là, maintenant, tu veux grandir, tu fais ton business plan pour avoir une usine, et pour avoir une usine de transformation. Et d'abord, tu te rassures que tu as le capital qu'il faut, avec les partenaires qui vont t'envoyer du equity, en disant, la norme, c'est au moins avoir 20% de ton projet. Donc, si ton projet va coûter $1 million, il va falloir mobiliser au moins $200 000 en fonds propres. Et cela va falloir trouver tes partenaires qu'il faut. Et souvent, c'est des partenaires stratégiques que tu trouves qui peuvent t'aider dans d'autres domaines. Et après, il va falloir trouver un contrat avec des acheteurs pour ton usine. Parce que nous, en tant qu'investisseurs, on veut se rassurer que cette production que tu vas avoir, tu as déjà un acheteur, tu as un contrat d'achat en place, sur place. Il va falloir avoir un contrat avec tes fournisseurs. Donc, si par exemple ton usine ta production, par exemple, je retourne à mon exemple de tomates,
ta production de tomates n'est pas suffisante pour ton usine de tomates en boîte, il va falloir avoir des contrats avec d'autres cultivateurs et d'autres qui vont te fournir, des producteurs qui vont te fournir en tomates. Et imagine la même chose dans d'autres secteurs. Right? Il va falloir avoir un contrat avec tes fournisseurs, tes suppliers. Ok, d'accord. Pour un jeune qui nous regarde, qui se met des barrières, des croissances limitantes concernant le manquement justement de finances, d'argent, qu'est-ce que tu auras à les dire justement pour surmonter cette peur? Parce que ça tue quand même l'ambition de beaucoup de personnes. Oui, je pense que deux fois c'est un manque d'imagination et un manque de connaissances, mais aussi c'est important d'avoir les bons réseaux. Parce que si tu arrives à parler, c'est pour ça de venir à des événements de networking, aussi de chercher à rencontrer des gens dans le monde des finances, parce que tu vas comprendre rapidement que moi en tant que banquier d'investissement, je cherche les entrepreneurs, je cherche les projets. Mes performances annuelles sont mesurées à base de combien de projets j'ai pu mener à l'intérieur et mobiliser des fonds. Donc, il faut comprendre que non seulement les capitaux sont disponibles, mais tu as des banquiers d'investissement qui sont là, qui cherchent des projets financés. Mais ton projet doit être un projet qui est promettant, fiable, qui a vraiment, toi en tant qu'entrepreneur, tu dois montrer que tu comprends. Dès qu'on te parle, on doit savoir que c'est un secteur que tu maîtrises. Parce que à travers quelques conversations, on peut rapidement comprendre si tu maîtrises ou pas. Donc, même malgré qu'on couvre différents secteurs, on a une compréhension de base de beaucoup de secteurs. Et donc, on veut savoir que tu le maîtrises et que tu es vraiment prêt aussi. Parce que c'est une chose d'avoir des ambitions, surtout, mais il faut être prêt à mener le projet. Absolument. Parce que mobiliser des fonds avec des banques comme nous, mais ça peut te prendre 1 an. D'accord. Donc, il faut beaucoup de patience. Oui, ça dépend du montant, ça dépend des études de faisabilité qu'il faut, ça dépend. Donc, il y a un travail à faire et tu dois montrer que tu as déjà passé beaucoup d'étapes et tu es capable de regrouper. Parce que, en gros, au fait, pour nous, c'est une project finance, le travail, en gros, c'est l'allocation de risque. D'accord. Est-ce que tu comprends? Donc, tu as le risque du fournisseur, on veut savoir que tu es un fournisseur fiable. Le risque de l'acheteur, on veut savoir que tu es un acheteur fiable. Le porteur de projet, on veut savoir que tu as l'expertise. Après, l'opération, donc la compagnie que tu vas choisir pour construire ton usine, on veut savoir que c'est des gens qui ont l'expérience de faire ce boulot. D'accord. Tu vois, non? Que le budget, le devis qu'ils t'ont donné pour ton projet, pour l'usine, qu'ils pourront faire le travail dans les délais qu'il faut. Donc, notre travail en tant qu'investisseur, c'est comment allouer tous ces risques dans un projet, qu'il soit exécuté à temps, en budget, et éventuellement l'impact. Parce qu'il faut comprendre qu'on nous appelle des banques de développement, c'est parce que le profit n'est pas la première des choses qu'on cherche. C'est l'impact au développement. Combien de personnes ton projet va toucher, combien de personnes tu vas employer. Aujourd'hui, si toi tu vas apporter de l'industrialisation à ton économie, ça déjà c'est quelque chose qui est vu positivement. Donc les fonds de développement, les banques de développement, il faut comprendre que de base, tu dois être capable de nous présenter vraiment l'impact que ça aura. Après, maintenant, le profit, et nous, bien sûr qu'on va se rassurer que tu peux nous rembourser nos dettes, mais après, les profits et tout, ça, c'est plus pour tes partenaires qui ont mis des fonds propres dans le projet. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview. Malheureusement, on l'a fait dans de conditions quand même pas faciles, parce que voilà, nous sommes un peu pressés et la caméra, elle est bientôt déchargée. Je vais faire la deuxième batterie. Mais bon, j'ai quand même tenu en fait à ce qu'il soit là pour nous expliquer quelque chose sur les finances. Et comme vous le savez déjà, bientôt la nouvelle saison Talk by Fanta arrive précisément pour les entrepreneurs dans le but d'aider en fait à également rehausser en fait ce développement économique, financier, tout ce qui va avec. Donc merci beaucoup pour ceux qui ont de gros projets, qui ont besoin de financement, vous pouvez vous diriger vers lui. Je vous mettrai en barre d'infos, en barre de description, donc son podcast et tout ce qui va avec. Il fait de belles choses également. Vous pouvez vous rapprocher de lui pour en apprendre davantage, mais surtout pour avoir des renseignements. Et est-ce que tu as un dernier mot à dire à ceux qui nous regardent, que ce soit les entrepreneurs de la diaspora africaine, mais peu importe ce que c'est? Oui, donc mon dernier mot à dire, c'est juste d'oser. Je pense que c'est important en anglais, on dit think big.
n'ayez pas peur de penser grand. Aujourd'hui, vous êtes des entrepreneurs, vous pouvez vous voir comme si vous gérez une PME, vous pouvez voir votre compagnie comme une start-up. Mais il faut comprendre que, en tout cas, la plupart des gens qui viennent, des compagnies et des projets qui viennent nous voir, c'est des entrepreneurs juste comme tout le monde, mais c'est juste qu'ils osent penser grand. Absolument. Ils se disent que oui, aujourd'hui, je n'ai que quelques milliers de dollars en fonds propres, mais je peux mobiliser des millions de dollars. Donc, tant que tu n'y crois pas, c'est pas possible. Là, tu vois, tu vas pas dégager cette confiance et ce charisme. Donc, je pense que c'est, faut pas avoir peur de penser grand. Il faut y croire. Et y croire et c'est à travers, même si ça va mettre du temps, c'est, anything big, quand tu fais quelque chose de grand, ça prend du temps, il faut de la patience. Et donc, il faut être prêt, être patient à faire le boulot, mais ne pas avoir peur de penser grand et d'approcher les personnes qu'il faut pour mobiliser les fonds pour votre projet. Merci beaucoup, Biro. Merci pour cette interview. Ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, je n'hésiterai pas à l'avoir une prochaine fois pour un podcast en live, puisqu'il habite aux États-Unis. Donc, ce sera un plaisir également de l'avoir. Vous aurez l'occasion de lui poser toutes les questions en live. Donc, merci à vous. On se dit à bientôt. Surtout, abonnez-vous.